Donc la littérature moderne après-guerre est une conséquence directe du fait que la France, même si elle n'a pas perdu la Seconde Guerre mondiale, n'a en tout cas pas gagné. Donc l'Europe, et notamment la France, qui était considérée par les Américains comme un pays vaincu, s'est vue inondée de la culture américaine. Aucun de nous ne réalise qu'en fin de compte, on est en train d'ingurgiter toute la science-fiction américaine des années 20 à 1950. C'est-à-dire qu'on a tout d'un coup, on voit arriver, ce sera pareil pour le polar, hein, on voit arriver d'un coup tous les maîtres du premier âge d'or, du deuxième âge d'or et du troisième âge d'or en même temps. Donc en gros, tous les livres qu'on achète sont vitaux. Euh, on est fou d'anglo-saxon, on est même un peu snob. On met plus de temps à se mettre au français parce qu'on dit que ça va forcément être moins bien. La science-fiction française a souffert, souffert, oui, on peut le dire, du fait que lorsque, en 1950, la science-fiction a été redécouverte en France, on a pensé que c'était une invention américaine. Et évidemment, c'était arrivé avec les GI, etc. Et donc, tous les grands auteurs américains sont arrivés en force. Et on a dit, ah ben oui, c'est une invention américaine, donc il faut être jugé à l'aune de Jack Vance. Bon, d'accord, c'est vrai. Mais ce qu'on avait oublié, c'est que la science-fiction française, elle existait depuis très longtemps, qu'elle avait eu des gens aussi brillants que Maurice Renard ou Gustave Le Rouge, etc. Mais que dans l'entre-deux-guerres, disons, et même avant, elle n'a jamais bénéficié en France d'éditeurs spécialisés et de collections spécialisées comme c'était le cas aux États-Unis. On n'a jamais eu l'équivalent des pulps. Donc ces années 50 ont été pour je ne dirais pas le grand public, mais le moyen public français, le moment de la découverte, de la redécouverte de la science-fiction, ou en tout cas de la science-fiction moderne, entre guillemets à l'américaine, si vous voulez. C'est clair, net et précis, les Américains ont gagné la guerre, donc leur culture a forcément influencé le vieux continent, mais c'est indéniable, le conquérant marque son territoire. Et il y a eu une sorte de dépression littéraire après ça, mais on a eu des auteurs majeurs quand même, avec Jacques Spitz, avec Messac, avec Barjavel, à qui on doit quand même le fameux paradoxe temporel du grand-père. Le public français a envie de lire la science-fiction. C'est clair, il était accro à Jules Verne, feuilletoniste, à Rossini-Aîné, à Barjavel, mais il y a une réelle envie de renouveau, l'attrait d'autre chose. Et ont contribué à cette envie et à cette volonté de faire connaître au lectorat français la science-fiction américaine, des gens comme Boris Vian ou Queneau notamment. Et il y a aussi le fait que l'histoire de la science-fiction française repose beaucoup sur une histoire littéraire, une histoire de la littérature française, et le fait que la redécouverte et la publication dans l'immédiate après-guerre de tous les auteurs américains dont on n'avait pas entendu parler pendant 30 ans. Et les gens qui ont fait ça, c'était des gens qui étaient aux avant-gardes de la littérature française. Il y a entre autres un groupe autour de Queneau, de Boris Vian, et qui s'étaient persuadés que c'était une façon de renouveler le roman, la littérature française. Passé les années 50, les textes se multiplient vraiment. Il y a des supports pour ça. D'autre part, c'est aussi mieux couvert au niveau critique, au niveau livre de référence, oreille de référence. C'est une science-fiction qui est quand même nettement mieux couverte. Et, si vous voulez, en ce début des années 1950, les collections commencent à apparaître en France. Je crois que la toute première doit dater de 1950 ou 51. Elle a eu exactement un numéro. Mais enfin, c'est plutôt en 52-53 qu'apparaissent à peu près en même temps la revue Fiction, la revue Galaxy Première Manière, qui étaient toutes les deux dérivées de revues américaines, la collection Anticipation du fleuve noir, qui je crois était la première, puis la collection Présence du futur chez De Noël. Et puis alors j'ai oublié une collection très importante, qui est le Rayon fantastique, qui a commencé à peu près à l'époque.
Et quand on ouvre le rayon fantastique, les premiers numéros, on a une espèce de petit encadré qui explique ce que c'est que la science-fiction et qui explique d'ailleurs que la science-fiction remonte à l'Antiquité. Hein. Si on lit ce petit encadré, il est très intéressant parce que clairement, il met l'utopie, il n'a pas peur de mettre l'utopie dans la science-fiction, les voyages extraordinaires, il les met dans la science-fiction, mais en même temps qu'il dit que la science-fiction remonte à l'époque héroïque de l'utopie grecque, hein, il fait aussi remarquer par les textes qu'il va publier qu'il y a une science-fiction américaine assez spécifique, hein, et qui est un choc quand elle arrive en France à l'époque. Et d'ailleurs, l'une des façons qu'a eu le magazine Fiction de se présenter au lectorat français, c'est de dire « Eh ben voilà un genre qui existe depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, nous on ne connaît pas. Et on va le présenter au lecteur en lui donnant quelques explications. » En l'aidant à entrer dans cette culture qui a déjà pris de la vitesse aux États-Unis, mais qui est neuve pour nous. Un genre qui nécessite une culture préalable pour bien comprendre les histoires. Autrement dit, un genre un peu avec des initiés, avec pas seulement des fans, des gens qui savent. C'est aussi à ce moment-là qu'aux États-Unis, pratiquement pour la première fois, des livres, enfin de la science-fiction apparaissent sous forme de livres. D'abord de livres de poche, et puis des années après, sous forme de livres à l'américaine, c'est-à-dire reliés, enfin reliure industrielle, avec jaquette, etc. Avant-guerre, ça n'existait pratiquement pas. Donc il est assez curieux de voir qu'entre 1950, disons, et 1955, dans les deux pays, et aussi sous d'autres formes en Grande-Bretagne d'ailleurs, il y a une véritable révolution qui s'est produite dans le genre. Alors, en France, ça a été au travers des revues et des collections dont je vous ai parlé, la découverte de la science-fiction anglo-saxonne et surtout peut-être de la science-fiction américaine, enfin de la science-fiction anglo-saxonne en général. Et ces auteurs américains, donc traduits à partir du début des années 50, ont constitué effectivement un choc. Oui, voilà, bien sûr, parce que les premiers bouquins qui m'ont vraiment impressionné, c'est quand même des traductions américaines. Je peux citer vraiment, j'y reviens, Cailloux dans le ciel d'Asimov et puis La faune de l'espace d'Alfred Elton van Vogt. La production française est très limitée, d'ailleurs elle va rester très limitée. Alors, il y a d'un côté une variété très populaire et de qualité, disons en général assez médiocre, dans la collection Anticipation du fleuve noir, et puis à un niveau beaucoup plus relevé dans la collection Présence du futur. Il y a aussi des Français dans le rayon fantastique. Il faut quand même garder à l'esprit que le seul support de l'imaginaire après-guerre, c'est la littérature. Alors qu'elle soit dite populaire ou intellectuelle, c'est la littérature. Donc tout le monde lisait. Et on ne peut pas détacher le fait que la science-fiction américaine ait forcément influencé la science-fiction française. Parce que les auteurs français ont eu envie de faire de la science-fiction française à l'américaine. Ils n'imitaient pas les Américains. Ils étaient fans par exemple, de space opéra, mais ils n'imitaient pas les Américains. Il y avait une science-fiction un peu cocardière qui partait dans tous les sens, surtout des découvertes planétaires, du space opéra, qui partait dans tous les sens, mais c'était vraiment fait à la française. Surtout chez le Fleuve Noir, donc un modèle de récit relativement court, efficace, où à peu près tout était permis. Alors il y avait de la qualité, comme il y avait du bon et du moins bon. En France, il y a eu un peu l'équivalent du pulp, finalement, qui a été la collection Anticipation chez Fleuve Noir, qui vendait des très courts romans, ce qu'on appelait les romans de gare. Et dedans, il y avait effectivement beaucoup de space opéra. Une émotion indescriptible étreignait le cœur de nos amis. Ils restaient muets, sans se regarder, les yeux rivés sur le paysage étrange qui se présentait à leur regard. Et ils pensaient que nul être au monde n'avait réussi à réaliser le rêve qu'ils étaient en train de vivre. N'étaient-ils pas, en effet, les premiers hommes qui se soient évadés de la Terre ? Et ils étaient prêts maintenant à fouler le sol encore vierge de cet astre vers lequel les yeux de tous les hommes s'étaient portés depuis la naissance de l'humanité, de cet astre qu'on avait considéré comme un guide, puis comme un œil des dieux épiant les fautes des humains.
Alors en fait, le space op, finalement, c'est un genre qui est supposé assez populaire et c'est vrai qu'il a commencé, plutôt dans les pulps américains, donc la littérature, de bas étage, heu, en tout cas, c'est l'image qui en est restée, alors qu'en réalité, il y avait des textes qui étaient de très haute tenue, en réalité. Mais simplement, c'était vendu dans des brochures, qui étaient vendues dans les arrière-boutiques des drugstores et des choses comme ça. Donc ça a eu une mauvaise presse, alors qu'en réalité, il y avait des très bons textes dedans. La science-fiction, elle a à peu près autant évolué que la société. La science-fiction, elle est vraiment fondamentalement liée à l'époque à laquelle elle est écrite. La collection Anticipation, depuis sa création au début des années 50, a fonctionné essentiellement avec un pool d'auteurs qui était propre à la maison d'édition Fleuve Noir, avec des auteurs qui écrivaient indifféremment pour Anticipation, pour la collection Espionnage ou de Policiers. Et pendant des années 50 jusque dans les années 70, elle a été quand même assez méprisée par notamment la critique de science-fiction en France. Et à partir de la fin des années 70, la collection Anticipation commence à faire appel à des auteurs reconnus dans le milieu, et le premier d'entre eux, c'est Michel Jory, qui est le grand écrivain de science-fiction des années 70, et qui va devenir un des grands fournisseurs de la collection Anticipation dans les années 80. Alors avant ça, il y a eu des auteurs comme Gilles Thomas ou Pierre Pelot sous le pseudonyme de Pierre Suragne, mais la majorité de ce qui était publié, c'était Richard Bessières, Jimmy Guilleux, Maurice Lima, et ce que même le directeur de collection, dans une interview à Fiction, qualifiait des franges du tapis, et des auteurs dont il voulait en gros se débarrasser, qui lui faisaient un peu honte, même si ça faisait tourner la machine. Bon, et puis, c'est vrai que honnêtement, pour de très grands auteurs comme Kurt Steiner ou Stéphane Muhl chez Anticipation, il y en a eu quand même un certain nombre d'autres. Alors je ne serais pas cruel au point de citer des noms, mais disons que la collection Anticipation, qui était en même temps quelque part la collection de référence, disons que c'était quand même, très honnêtement, allez, 9 drouilles pour un chef-d'œuvre. Hein. Bon, donc ça n'a pas aidé non plus. Moi, je me souviens que quand j'achetais mes livres Fleuve Noir, c'est tout juste si je sortais pas avec le livre caché sous ma veste, quoi, parce que effectivement, on pouvait penser que j'étais un petit peu simplé, avec des lectures simplistes. Il y avait effectivement une mauvaise réputation pour la collection Fleuve Noir, et je pense que ça vient du fait que les histoires étaient effectivement naïves. Et je pense qu'il y avait aussi l'avis intellectuel de la littérature en général sur tout ce qui était science-fiction ou fantasy venant des États-Unis, même s'il y avait des auteurs français sous pseudo américain. Les auteurs français qui écrivaient pour le Fleuve Noir, j'aimais bien, je trouvais pas toujours ça terrible, quoi, Jimmy Guilleux, tout ça. Et puis quand même, en 56, si je me souviens bien, Stéphane Vull est arrivé. Et là, je me suis dit, ah ben voilà, il y a un vrai auteur français qui arrive, avec une écriture différente, avec de la poésie, avec plein d'imagination. Le soleil du matin sur son visage l'éveilla. Il tourna la tête vers le nord et eut un choc. Haute, sur l'horizon des montagnes lointaines, Niurk se dressait dans le ciel. De prodigieux entablements d'édifices métalliques en forme de T ou de H géants reflétaient la rougeur de l'aube. Une ville de cuivre en fusion dépassait des nuages, dominait de très haut la vallée du fleuve Hudson. Celui-ci naissait sous la forme d'une magnifique chute en forme de queue de cheval qui s'incurvait gracieusement au-dessus de 300 coudées de roc abruptes, socle monumental de Niurk. L'enfant entraîna l'ours vers l'apparition de rêves. Les dieux de Niurk devaient être de bien grands dieux pour avoir bâti une telle merveille. Alors en fait, Stéphane Vull, il avait pris un pseudo parce que la politique de la maison, qui était Fleuve Noir à l'époque,
exigeait l'exclusivité du nom. Donc la plupart des auteurs qui publiaient chez Fleuve Noir avaient un pseudonyme simplement pour se garder leur nom pour d'autres éditeurs. En fait, ça fonctionnait comme ça. Stéphane Vull, lui, comme d'autres auteurs, comme Kurt Steiner, comme Alphonse Brutsch, qui étaient donc des auteurs de leur vrai nom, André Ruellan et Jean-Pierre Andrevon, eux, plutôt que de donner des pseudonymes anglo-saxons qui étaient censés mieux vendre, eux, comme c'était plutôt des auteurs un peu rebelles, ils avaient choisi des noms qui sonnaient plus allemands ou russes. Rapidement, il y a quelques auteurs américains qui étaient publiés au Fleuve Noir, comme Arthur C. Clarke. Et donc, effectivement, tout de suite, on se dit, mais il n'y a pas que des Français. On trouvait facilement la revue Fiction à l'époque, où on a découvert des auteurs américains, Heinlein, Asimov et d'autres. Effectivement, c'est très facile de plonger dans la littérature américaine et de se rendre compte qu'il y avait une grosse différence entre les deux, oui, effectivement. En fait, il y avait une profondeur dans la restitution de l'aventure spatiale que je trouvais moins dans les auteurs français. En lisant les récits français, j'avais l'impression d'avoir de l'action pure, alors que les auteurs américains, il y avait un peu plus de réflexion. Je pense qu'ils avaient plus de maturité parce que plus d'expérience dans le domaine littéraire, puisqu'ils avaient déjà publié dans les pulps américains, etc. Évidemment, chez Fleuve Noir, c'était autre chose. C'était des bouquins écrits assez vite et qu'on lisait assez vite aussi, mais ça n'empêchait qu'ils avaient un pouvoir de séduction important. Mais je dis pas que je lisais tout, mais disons que je piochais à travers toutes ces collections en faisant mes choix, bien entendu. Mais je suis quand même toujours resté fidèle au Fleuve Noir parce que après, des gens comme Michel Jury, comme Dominique Douai, comme Pierre Pelot sont arrivés. Donc ils ont un peu changé la donne et l'ont un peu dépoussiéré, si on peut dire. Bon, alors qu'au contraire, il y a eu toute une autre balance qui était quand même très influencée par les anglo-saxons. Je ne citerai pas de nom, mais c'est évident que nous avons lutté pour justement ne pas nous intégrer dans le mouvement général de la science-fiction anglo-saxonne et créer une science-fiction française particulière. Donc on a acté qu'il y avait deux collections fondamentales. Le Fleuve Noir, qui restait populaire avec beaucoup de déchets, mais qui a produit énormément de titres, et où des grands noms de la science-fiction française sont sortis, comme Stéphane Vull, et cette volonté aussi de traduire de la science-fiction américaine avec le rayon fantastique, plus ou moins heureux dans la qualité, et qui s'est mis aussi à publier quelques auteurs français. Très peu, mais quelques auteurs français. Ensuite, sur la même technique du pulp ou du feuilleton, il y a eu deux grandes revues références. D'un côté, Galaxy, qui au début ne publiait que des auteurs américains, et de l'autre côté, Fiction, qui, elle, voulait mettre en avant une école de novellistes français. Le premier numéro de Fiction rééditait des textes du 19e siècle, notamment même du Maupassant, pour marquer leur volonté de faire naître et de proroger une science-fiction à la française. À l'époque, il y avait quand même deux grosses revues, c'était Galaxy et Fiction. Et c'est ça qui tenait en fait tout le milieu en France. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des revues qui publient des nouvelles, parce que c'était surtout des nouvelles, quoi, ça permettait de publier déjà pas mal d'auteurs. Ça soutenait tout un milieu, toute une littéraire, et ça entretenait une sorte de dynamisme. Voilà. Les auteurs français, ils étaient dans les revues spécialisées comme Fiction, ou Orbit, qui a disparu depuis, dans les collections spécialisées. Mais elles ont joué vraiment, je dirais, un rôle essentiel de découverte, à la fois pour des lecteurs français, des grands auteurs européens, américains, britanniques, et elles ont permis aux auteurs français de faire leurs premières armes, de se faire connaître, de découvrir, et ensuite d'accéder par la lecture des professionnels qui lisent ces revues à des possibilités de publier des romans. Les revues avaient des tirages qui aujourd'hui font rêver, quoi, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. C'est des dizaines de milliers d'exemplaires. Tout ça, donc ça permettait aux gens d'en discuter, de se rencontrer, d'échanger des idées, puisqu'il y avait des courriers des lecteurs aussi, il y avait tout ça, quoi. C'était vraiment un travail d'équipe, un travail de passionnés, d'écrivains, de critiques, de traducteurs, qui avait pour but de publier le meilleur de la science-fiction mondiale, et donc d'amener les écrivains français à se frotter à ces auteurs de grand talent pour eux-mêmes monter le niveau de leurs exigences. Plus il y a de collections, plus il y a de bouquins, plus il y a de lecteurs.
Et donc voilà, quoi. Et plus il y a de bouquins, plus il y a de lecteurs, plus des simples lecteurs ont envie d'écrire. Je pense que ça se passe comme ça, c'est un espèce d'effet boule de neige. Mais il y avait aussi une autre collection qui s'appelait Présent du futur chez De Noël, qui était une des plus anciennes finalement, et qui a fait découvrir beaucoup de grands auteurs américains au public français. Et en 1954, il y avait eu une volonté de faire une collection de science-fiction différente, qui fasse abstraction de space opéra ou d'espèces de contextes de science-fiction politique qui avaient tendance à vouloir parler des problématiques totalitaires en les déplaçant dans un contexte de science-fiction. Son directeur de collection donc n'était pas amateur de science-fiction, ne lisait pas en anglais, a fait confiance à ses traducteurs, peut-être un petit peu trop confiance, et en plus a perdu la vue. Donc à un moment donné, il y a eu 3-4 ans de flottement dans cette collection où elle n'était plus au niveau. Elle a raté notamment Dune de Herbert, qui est passé chez un autre éditeur, en l'occurrence Ailleurs et Demain, dirigé par Gérard Klein, qui était lui aussi un auteur de science-fiction, qui avait été publié au Rayon Fantastique notamment. Et puis, les choses se sont considérablement dégradées à l'extrême fin des années 50. Les collections, certaines collections ont purement et simplement disparu. Enfin, une revue française qui était de qualité moyenne, à laquelle j'ai collaboré aussi, qui s'appelait Satellite, a disparu. Le Rayon Fantastique a disparu au début des années 60. Tout à l'heure, on parlait donc des années 50, où il y a eu une explosion qui était très bien vue. Autant dans les années 60, ça a été un naufrage absolu, plus personne n'en parlait. Les gens n'écrivaient plus, c'était terminé. Et je pense que moi, je suis arrivé à un moment où il y avait vraiment un trou noir, quoi, si je peux dire. Il y avait ces deux collections, donc historiques, un Rayon Fantastique et Anticipation, mais il n'y avait rien d'autre, et à part les auteurs caractérisés au Fleuve Noir, il n'y en avait pas beaucoup, 4, 5, 5, 6, un Jimmy Gueux, voilà. Jean-Gaston Vandel, il faisait des bouquins très bons. Il n'y en avait pas beaucoup. Et la science-fiction avait un peu sombré. Il y avait Barjavel, qui était le grand inspirateur, le grand-père, le grand-oncle, là, qui continue à publier, mais pas beaucoup, hein, un bouquin de temps en temps. Et donc, je suis arrivé à une période où il n'y avait pas grand-chose, quoi. Alors, ces années 60 avaient été des années très très difficiles pour les auteurs, et en particulier pour les auteurs de science-fiction français. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour essayer de redonner, notamment aux auteurs français, une possibilité d'être publiés. Et c'est vers les années 70 que tout a commencé à renaître. Rob savait qu'il allait perdre rapidement la claire conscience du temps. Il en était à son 9e voyage chronolytique, les 2 derniers comportant une mission précise dans le passé. Au départ, son expérience l'aiderait un peu, très peu, et au cours du voyage, moins encore. Chaque expédition dans l'indéterminé était une aventure nouvelle. Et en s'intégrant à une personnalité étrangère, s'il y parvenait, il perdrait son autonomie et jusqu'à la plupart de ses souvenirs. Quelquefois, des explorateurs du temps incertain revenaient fous, succomber lors du retour, ou bien rester plongés jusqu'à la mort dans un état de coma dépassé que les Ford même ne pouvaient expliquer. On ignorait les causes de ces accidents. Peut-être les malchanceux restaient-ils prisonniers du passé.